Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette conférence en ligne consacrée aux stratégies de communication des marques au sein des métaverses. Les métaverses seront-ils le prochain Eldorado numérique des marques? À en croire Gartner, oui, 25% de la population y passera au moins 1 heure par jour d'ici 2026. Alors, au-delà des défis technologiques dont on parle beaucoup, les marques doivent aussi apprendre à gérer leur présence dans ces univers immersifs. À quels défis de branding et de communication doivent-elles faire face? Comment investir et exploiter ces nouveaux espaces d'interaction, d'échange, voire de business? Comment y communiquer, y engager les communautés? Avec quel contenu et quelles expériences, tout en préservant bien entendu leur univers de marque? Et enfin, à quel code les marques devront-elles se plier? C'est ce dont nous allons parler avec nos 4 invités que vous voyez à l'écran. Aurore Géraud, oui, je démarre par vous. Vous êtes senior rechercheur de l'atelier BNP Paribas, filiale indépendante de recherche et de prospective du groupe BNP Paribas. Et bonjour à tous. Édouard Lafaille, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes social CEO de Havas Play. Havas Play qui est né de la fusion de Havas Sport et Entertainment et de Socialize Paris. Et vous avez aussi lancé récemment Metaverse by Havas pour accompagner les marques dans les métaverses. Bonjour. Bonjour, je reçois aussi Olivier Grenet qui est CTO de Vedia, éditeur de solutions SaaS qui accompagne les marques dans la valorisation de leur contenu marketing. Bonjour. Bonjour Olivier. Et enfin, Pierre Berndes, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Metaverse Tribune et auteur de l'ouvrage Voyage au centre des métaverses. Hop, on mettra un petit lien plus tard. Alors, bien entendu, hein, on est encore en visio. Donc, il faut profiter de cette visio justement pour interagir avec via le chat, à poser vos questions et on y répondra en fin de conférence. Donc, on va se lancer. Et alors, vous l'aviez vu hein, dans l'invitation, on avait l'ambition de plonger avec vous dans les métaverses en organisant cette conférence. Mais force est de constater qu'il y a eu quelques barrières à l'entrée. Alors, faute d'y être en immersion, Olivier Grenet nous propose une petite visite guidée de là où vous pourrez aller à la fin de la conférence. Olivier, c'est à toi. Ouais, bienvenue dans donc, un métaverse hein, donc, qui est assez adapté justement à ce genre de conférence puisqu'on va retrouver un peu les codes finalement physiques qu'on a un peu perdus de ces grandes conférences où on avait des lobbies, donc se déplacer avec son avatar. Ici, trouver des petites IA qui vont pouvoir vous accueillir et répondre à vos questions. Et vous voyez, il y a plusieurs différentes salles avec des espaces de discussion, des tables, des personnes qu'on va pouvoir rencontrer. Il y a même un endroit où on peut danser plus tard. Mais là, on va se diriger vers l'auditorium. Il y a des petits artefacts, là, je vais en prendre un, qui vous donnent des petits super pouvoirs ou des petites actions sympas. Et chaque lieu a une fonction. Et donc là, évidemment, je suis dans l'auditorium qui est bien vide. On aurait aimé tout plein avec l'assistance qui aurait été dans les salles pour voir cœur, c'est-à-dire moi se déplacer et faire cette conférence. Et donc, voilà ce que j'aurais pu voir. Donc, tout le monde devant moi, avec la capacité de vous projeter des présentations ou, comme ici, des vidéos pour illustrer certains points. Voilà, donc ça, c'est la première, c'est un petit métaverse, assez sympa, orienté là-dessus. Majda, on va retourner dans le vieux Zoom. Dans le vieux Zoom, mais qui nous sert bien, effectivement. Et à la fin de la session, on vous enverra bien entendu un mail de remerciement et avec aussi tout un guide d'utilisation pour aller naviguer dans cet espace qu'on avait préparé. Mais avant de réussir, et plutôt d'essayer de déambuler dans les métaverses, quelques explications s'imposent pour mieux appréhender ces univers. Alors, je vais démarrer avec vous, Pierre. L'engouement autour du métaverse est bien réel, avec des attentes qui sont énormes. Le cabinet Bloomberg prévoit que le marché du métaverse pourrait peser jusqu'à 800 milliards de dollars en 2024,
Je ne vais pas citer tous les chiffres, mais j'ai vu d'autres chiffres encore plus énormes. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Et que représentent, Pierre, ces nouveaux mondes, en fait? C'est vraiment bien, Olivier, que vous ayez pu présenter parce qu'effectivement, ça permet de voir un petit peu à quoi peuvent ressembler les métavers. Là, c'est plus un métavers, on va dire, B2B d'entreprise. La notion du métavers, on va dire, global, auquel tout le monde peut accéder aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Ou si vous voulez le voir, je vous recommande d'aller au cinéma, d'aller sur Netflix ou sur un service de vidéo à la demande pour voir Ready Player One de Steven Spielberg. C'est un film de 2018 et il permet de pouvoir un petit peu se représenter un petit peu ce à quoi ça pourrait représenter. Du coup, c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir donner une définition du métavers. Un métavers, ça veut dire au-delà de l'univers, si on regarde les mots précis. Et c'est vrai que ça englobe finalement une réalité virtuelle dans laquelle en fait les utilisateurs peuvent interagir avec d'autres personnes en temps réel à l'intérieur d'un univers en 3D, en 3 dimensions. Dans lequel en fait on va voir plusieurs choses en fait qui vont s'interconnecter, tout ce qui va être en fait un peu la notion de médias sociaux, toute la notion de jeux en ligne, réalité augmentée ou réalité virtuelle en fonction, crypto-monnaie. Donc voilà un petit peu les mots-clés en fait qu'il faut retenir et pour avoir un petit peu plus loin, il faut bien se prendre en considération que c'est vraiment le prochain niveau de l'Internet, c'est vraiment la prochaine étape, comme il y a eu le Web 1, le Web 2 et puis maintenant la partie Web 3. On peut retenir un peu quelques caractéristiques. C'est quelque chose qui va être sans limite, donc il n'y a pas de barrière. Il y a une notion d'espace et de distance qui n'existe pas. C'est un environnement qui va être persistant, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas le débrancher, le réinitialiser, c'est-à-dire qu'en fait, il est accessible partout pour les utilisateurs en tout moment. C'est aussi un environnement qui va être aussi décentralisé. Normalement, c'est quelque chose qui n'appartient pas à une entreprise. On verra si Meta arrive à créer quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose qui est important par rapport à ça et avec une prise de contrôle par les utilisateurs, notamment avec l'idée de conserver contrôle sur les données privées avec les techno-blockchains. Et puis, c'est aussi une expérience immersive, donc on a vu en 3 dimensions. Il y a toute la notion derrière d'économie virtuelle. On parle de crypto-monnaies, de NFT, d'événements virtuels, de vêtements virtuels, de tout ça. Et puis, ça permet de digitaliser les relations humaines, les relations sociales. Donc, on est donc finalement à l'intersection entre le monde physique et le monde numérique. D'accord. Et alors, Aurore, on parle un peu d'audience. Effectivement, qui est-ce qu'on trouve dans ces univers? Pierre en parlait tout à l'heure en disant quand même toute la partie gaming. Est-ce que ces environnements virtuels sont réservés uniquement aux joueurs de vidéo ou est-ce qu'on y trouve maintenant on en parle beaucoup, donc on peut imaginer que l'accès est un peu plus vulgarisé. Alors, techniquement, ça appartient à n'importe qui. Techniquement. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'adresser à des professionnels. Là, on voyait le métaverse B2B que vous proposiez. Donc, on peut très bien voir des personnes de n'importe quel âge accéder au métaverse. Maintenant, d'un point de vue purement, j'ai envie de dire, honnête, à ce stade, on trouve plutôt effectivement des jeunes générations qui ont été bercés par le gaming ou en tout cas par les codes du gaming parce qu'ils ont l'habitude d'aller sur ce genre de plateforme, donc ils sont à l'aise, ils sont tech savvy comme on dit et ils ont l'habitude de les utiliser. Ils sont aussi bercés par les médias sociaux, exactement comme Pierre disait, puisque finalement c'est des médias sociaux plus. Maintenant dans le futur, c'est pas nécessairement ce qu'on envisage. Ça veut dire que n'importe qui pourrait très bien aller dans le métaverse. Moi j'ai cette analogie que j'aime beaucoup qui est demain peut-être que dans le métaverse vous aurez votre mairie et votre grand-père ou vos parents qui n'ont pas l'habitude d'aller dans un métaverse, et ben vous les accompagnerez dans cette mairie virtuelle parce qu'ils ont besoin de ce contact social, ils ont besoin de cet accompagnement et vous vous trouverez face à quelqu'un de la mairie qui, au lieu de vous donner un formulaire en ligne qui est difficile à naviguer, qui n'est pas habituel pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Internet à ce stade, et ben là, vous accompagnerez votre personne, votre famille, et il y aura ce côté social dans l'action, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Alors justement, Édouard, qu'est-ce que les métaverses, in fine, vont changer pour les consommateurs et les marques? Sans pour autant, on ira dans un second temps, on apportera des illustrations plus concrètes, mais de façon plus macro, qu'est-ce que les métaverses changent
pour les consommateurs et les marques? Alors, moi, ce que j'ai tendance à dire là, depuis qu'on est un peu monté sur la partie métavers, c'est que aujourd'hui, le social media, c'est le quotidien des gens. Donc, les gens sont… Alors, je prêche un peu pour ma paroisse parce que je suis très réseaux sociaux, mais je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, le social, c'est le quotidien. Demain, ça sera le quotidien des gens. Alors, pas tout de suite, hein, parce que Mark Zuckerberg dit que ça sera à la fin des années 2020. Enfin, il nous reste 6-7 ans. Demain, le quotidien des gens sera le métaverse. Donc, ça va profondément changer notre quotidien. Hein. Donc, on est… voilà. Et comment est-ce que le challenge, c'est comment accompagner les marques dans ce prochain quotidien. Voilà, que ce soit des marques de luxe, que ce soit des marques BNP qui est là avec nous, que ce soit des marques de sport, de lifestyle, c'est comment est-ce qu'on accompagne les marques qui vont être obligées de changer leur stratégie pour s'adapter au quotidien des plus jeunes générations, mais aussi de nous. Voilà. Donc, ça va révolutionner tout ça. Ça ne va pas venir tout de suite. Donc, il faut qu'on accompagne à la fois les marques et qu'on écoute aussi surtout les jeunes générations pour voir un peu comment est-ce qu'ils s'adaptent à ça. Olivier, pour ces univers virtuels, on voit bien qu'ils diffèrent aussi. Ils diffèrent aussi de ceux où les marques s'expriment habituellement. Quels sont les univers, selon vous, les plus marquants? Comme disait Aurore, on s'aperçoit quand même que tous ces univers, elles se reposent beaucoup sur des mécaniques et une inspiration du gaming. Finalement, c'est ça l'inspiration. Et d'ailleurs, si on regarde bien, il y a beaucoup d'inspiration de Minecraft, ceux qui ont joué par le passé, ces gros voxels très colorés avec un côté un peu enfantin. On voit même lorsque Mark Zuckerberg fait la démo, en fait, il y a toujours ce côté presque ludique là, qui va apparaître. On voit aussi des demi-avatars sans pied. Enfin, il y a toute cette logique graphique qui est assez particulière, qui est assez connotée et assez futuriste aussi, il faut dire ce qui est. Donc, si on est une marque traditionnelle, ça peut aussi justement pas rentrer en résonance. Et je crois que c'est assez intéressant de se dire en tant que marque, c'est quel est le métaverse dont l'univers me correspond. Parce que finalement, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces communautés. Et les communautés, donc, il y a des codes, il y a des mécaniques qui font qu'elles vont exister dans différents métaverses. Et donc, il faut les rejoindre, en fait. La marque va aller à la rencontre de cette communauté-là pour entrer en résonance avec elle et créer une expérience unique pour les gens qui sont là. Et c'est ça qui est important. Donc, alors après, du coup, il y a plein de métaverses de visuels différents. On va plutôt aller chez Decentraland si on cherche quelque chose d'un peu réaliste. The Sandbox, on est plutôt hyper cubique et très réaliste, hein, et très fantastique, pardon. Si on est dans les NFT et l'art numérique, on va aller dans Crypto Voxel. Donc finalement, il y a plein de choix et ça évolue très très vite. Mais je pense que voilà, il faut réussir à s'accorder entre la marque, sa communauté et cet univers visuel. Alors, on va rentrer un peu dans le détail des expériences immersives, mais aussi en amont, puisque les expériences normalement répondent aussi à des usages. Pourquoi, d'après vous, Edouard, les directions de marketing digital, les directions de l'innovation, en tout cas, pourquoi est-ce que les marques, de façon plus concrète, s'intéressent aujourd'hui au métaverse? Pourquoi cette accélération? Alors, il y a une grosse accélération, il faut être très honnête. Mark Zuckerberg, quand il a dit l'année dernière qu'il changeait de nom Facebook et qu'il allait changer, il s'appelait Meta et il allait investir 10 milliards, voilà, ça a un peu secoué, il faut avouer, un peu secoué et étonné un peu tout le monde. Donc, il y a la course, je pense qu'il y a la course à l'innovation aussi. Il y a aussi une course à l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut être et il faut tester ces univers. Nous, Havas, on a acheté un land dans Sandbox. Donc, voilà. Donc, on est le premier on a créé cette offre Metaverse by Havas, mais on a aussi acheté un land dans Sandbox, donc qui existe et qui va nous permettre donc c'est encore un peu confidentiel, mais le reveal sera fait plutôt en fin d'année, mais ça va nous permettre de tester ce land. On a l'ambition de créer des expériences immersives à l'intérieur, une partie qui sera surtout autour des ressources humaines. Donc, comment est-ce qu'on fait découvrir les nouveaux talents et les nouveaux assets de notre société, d'Havas auprès de talents qu'on a du mal à recruter. Donc, ça peut être une brique. Après, il y a aussi Carrefour qui s'est lancé pour aussi tester
voilà, et pour voir comment est-ce qu'ils peuvent encore une fois toucher une cible qu'ils n'ont pas. Il y a toutes les marques de luxe en fait se sont aussi lancées dedans, hein. À la fois, je vous disais, sur de l'innovation, mais aussi voilà, pour aller chercher cette cible qu'ils n'ont pas. Il y a toute une partie aussi, ça c'est un peu plus tard, mais toute la partie CRM, hein, toute la partie création d'NFT aujourd'hui collectionnable, mais que nous on pousse à être utilisable, donc basculer d'un NFT que je collectionne pour après derrière l'utiliser et accéder à des clubs un peu sélectifs pour pouvoir tester des choses dans le réel. Donc, je pense qu'il y a cette accélération de par Zuckerberg. Il y a aussi toute la blockchain et cette partie crypto-monnaie aussi qui a accéléré, qui fait que ça concrétise vraiment ce métaverse-là. Voilà. Après, c'est ce que nous on dit, c'est attention, il y a énormément de métaverses, il y a énormément de façons d'y rentrer. Il faut être assez humble et il faut y aller doucement. Et c'est un peu comme un brief sur un autre canal, c'est à qui vous voulez parler, comment vous voulez parler, quels sont vos objectifs de marque, et derrière de le construire ensemble sur la durée. Voilà. Pierre, est-ce qu'on peut revenir avec quelques illustrations? Par exemple, dans le luxe, Édouard disait que le luxe avait été un des premiers secteurs à aller dans ces univers virtuels, dans les métaverses. Est-ce que vous avez quelques illustrations? Je sais que vous en parlez très bien dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en partager? Ah, je vais rester en mute, excusez-moi. Ce qui est intéressant de voir par rapport à ce qui se passe dans l'univers du luxe et du mode, c'est que c'était un univers qui a mis pas mal de temps à démarrer au niveau du commerce électronique, au niveau du web. Et du coup, on voit qu'ils sont, on va dire, ils sont très, très avancés parce qu'ils ne veulent pas finalement commettre un petit peu les mêmes erreurs. Donc, on les voit vraiment, on va dire que c'est si on regarde en termes d'industrie, c'est vraiment le secteur qui est le plus avancé, qui va vraiment avoir des stratégies qui sont en place, va mettre en place des divisions même qui vont être dédiées à cette nouvelle version d'Internet. Donc, ça, c'est vraiment assez intéressant. Et pourquoi? Parce que si on prend par exemple tout ce qui est la mode, ce qu'il faut, c'est quand même se dire que dans un métavers, en fait, on n'a pas trop d'indices sur qui est la personne. Hein, on n'est pas dans un environnement physique. Et du coup, ça rend les vêtements beaucoup plus importants. Et donc, finalement, ce qu'on va porter, ça va être un petit peu notre identité, notre moi. Et ça va permettre d'être reconnu. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut avoir finalement différentes identités, on peut changer finalement l'esthétique. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez marqué dans les métavers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde, parce que ça s'adresse quand même à une population jeune, il y a à peu près les 3/4 de la génération Z qui a déjà acheté dans des jeux des accessoires, des skins ou des vêtements pour les avatars. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui explique aussi pourquoi en fait le secteur de la mode et du luxe sont on va dire, aussi avancés. Alors, certains, ils vont avoir, souvent pour commencer, on va faire des approches un petit peu mixtes. Il y a, en fin d'année dernière, il y a Dolce & Gabbana qui a créé une collection mixte avec des objets qui vont être avec des objets physiques et puis d'autres qui vont être sous forme de NFT. Ça leur a permis quand même de rapporter 5 ou 6 millions de dollars. Donc, c'est quand même quelque chose qui rapporte de l'argent pour les marques sur la notion de produits luxe virtuel et hybride. Et ce qui est important, c'est de voir aussi que ça va représenter une partie importante, on va dire, des marchés des NFT. Donc là, les acteurs, ils sont aujourd'hui présents. Et puis, pour les marques de luxe, pour rebondir sur cette notion de tout ce qui est virtuel, aujourd'hui, les jeunes, en fait, ils vont représenter finalement l'essentiel du marché du luxe. L'idée, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Et c'est pour ça aussi que les marques de luxe vont dessus. C'est pour aller chercher la nouvelle génération. Et puis, pour ces marques-là, tout ce qui est métavers et NFT, ça va représenter à peu près 10% de leur chiffre d'affaires d'ici 2030. Donc, on va dire, ce n'est pas beaucoup, mais ça représente à peu près quand même plus de 50 milliards de dollars si on regarde les projections de Morgan Stanley. Donc, ça explique aujourd'hui pourquoi aujourd'hui cet univers-là va autant finalement dans les métavers, dans les NFT pour pouvoir générer finalement des nouvelles sources de revenus.
Olivier, il y a le luxe, effectivement, il y a d'autres secteurs, le voyage, par exemple, qui s'amusent à aller investiguer cet univers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, bah, ça fait vachement de sens pour une industrie qui a fondé toute sa création sur l'accueil des gens, en fait, d'aller dans le métaverse et de créer des expériences. C'est un peu leur métier de base, hein, finalement, donc ils vont être hyper à l'aise là-dedans. Tout d'abord, naturellement, finalement, ils vont essayer de répliquer l'expérience qu'on a dans un hôtel sur le métaverse. Donc, l'idée, c'est de visiter sa future chambre d'hôtel, de préparer son voyage dans quelque chose qui va s'approcher de la réalité. Et finalement, si dans le Web 2, il y avait tout ce qui était TripAdvisor, qui avait cette centralisation de conseils, et ben, le métaverse, là, dans le Web3, le Web3 qui arrive, bah, c'est aussi cette décentralisation. On va pouvoir aller retrouver, enfin, construire son expérience de voyage directement dans le métaverse. Et après, peut-être revenir sur hotels.com ou Booking pour finaliser son voyage. Donc là, c'est une première approche qui est assez importante. Après, il y a une logique aussi dans tout le voyage, il y a aussi tout ce qui est restauration. Donc ça, c'est assez intéressant parce que moi, je suis en train de jouer sur un métaverse. Il y a un moment, j'ai faim. Je peux peut-être rentrer dans une chaîne Pizza Hut et me commander une pizza qui me sera livrée en physique dans pas longtemps à ma porte pour continuer à jouer, continuer à m'alimenter, quoi. Et ça, je pense que bon, tous les ados, ils vont forcément être complètement connectés avec ça, quoi. Et après, il y a quelque chose d'un peu plus lointain, moi, je trouve, dans le voyage. C'est les hôtels qui achètent dans des Decentraland des hôtels pour créer des communautés virtuelles là, qui vont vraiment rester virtuelles. Il n'y aura pas de résonance forcément avec le monde physique. Là, il y a une expérience assez sympa là, chez Citizen M, qui est une chaîne d'hôtels. Donc, eux, c'est assez intéressant parce qu'ils ont intégré toute la chaîne, ils vont émettre des NFT, ils vont donc générer des bénéfices avec ça et ils vont nourrir un DAO, en fait, donc une sorte d'organisation décentralisée pour créer une sorte de gouvernance d'un futur hôtel, enfin plutôt un centre de loisirs où les citoyens finalement enfin les habitants de ce centre de loisirs virtuel vont pouvoir choisir, prendre des décisions sur le devenir en fait, de cette communauté. Donc là, ils intègrent vraiment toute la vision Web3 en plus du métaverse dans leur approche. Ça, c'est assez intéressant. On a aussi la partie divertissement et sport, hein, Edouard, qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Ah oui, tout à fait. Sur la partie, c'est quand même très lié sur la partie sport ou divertissement. Enfin, moi, j'ai identifié 3 points. C'est un, consommer le sport et le divertissement différemment qu'aujourd'hui sur une tablette ou sur sa télévision. L'idée là j'ai un exemple, c'est Sony qui avec Manchester City, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ils ont monté un deal, Manchester City a monté un deal avec Sony pour digitaliser le stadium Etihad. C'est-à-dire que moi, je suis un fan de foot, je ne pourrais jamais aller voir un match Manchester City, mais très prochainement, je pourrais acheter mon billet et voir le match et voir les matchs au sein de cet univers virtuel. Mais c'est bien de voir le match, je pourrais le voir à la télévision, mais je pense que toute la force de ces métavers, c'est de pouvoir m'habiller, d'avoir des skins des joueurs de Manchester City, de pouvoir être au centre du match, potentiellement, s'ils vendent des NFT, de pouvoir, je ne sais pas moi, faire la première passe à un joueur de Manchester City. Donc, c'est ça la force on n'y est pas encore, hein, mais je pense que c'est une expérience complètement immersive et différente de ce que je ne peux pas vivre aujourd'hui sur une tablette ou à la télévision. Et deux, fidéliser tous ces fans, en faire aussi des ambassadeurs. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est ce qu'on voit avec Sorare ou NBA Top Shop, c'est-à-dire que vous avez vu, Sorare, c'est quand même la licorne française qui vous permet de collectionner des cartes Panini en virtuel. Ils ont levé des milliards. Voilà, donc là, il y a tout un business autour du sport qui s'est créé. Et la dernière chose, c'est aussi pouvoir s'entraîner différemment. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui sur YouTube. Demain, vous mettrez un casque, vous entraînerez
et vous ferez un sport beaucoup plus enrichi. Vous aurez votre coach qui sera en hologramme, qui vous apportera un coaching beaucoup plus personnalisé. Voilà. Et dans le divertissement, c'est pareil, c'est comment aller au-delà de la télévision et de la tablette, rentrer dans les séries, rentrer dans des concerts. On l'a vu beaucoup avec Travis Scott ou même Snoop Dogg qui est à fond dans le métavers, qui vous permet d'assister à son concert, d'acheter ses propres figurines, d'obtenir des NFT. Bon, après, moi j'adore ça, déclencher, ouvrir une porte et aller dans ces univers-là, vous connecter à l'artiste, voilà, et vous garder le plus longtemps possible. Ça, c'est bon pour les artistes, mais aussi pour des marques de sport. Vous gardez le plus longtemps possible fidèle au produit. Donc, c'est assez génial et c'est assez cool, désolé, hein, mais d'être dans cette révolution et dans ce virage-là. Je fais souvent allusion au virage Facebook en 2007. Donc là, on est vraiment dans un nouveau virage, une nouvelle révolution dans le métaverse. Aurore, dans vos recherches aussi, dans ce que vous avez pu observer, l'automobile est aussi un secteur qui se teste dans ces univers, mais vous avez aussi observé d'autres tendances. Oui, tout à fait. Je trouve ça assez intéressant. En fait, il y a des secteurs qu'on n'attend pas nécessairement, qu'on voit arriver dans le métaverse, et notamment plus dans l'usage d'outils du métaverse plutôt que véritablement dedans. Donc, pour un exemple purement marketing, on va avoir Hyundai qui a créé son mini-monde dans Roblox, mais on va avoir BMW qui utilise l'outil Omniverse de NVIDIA, qui est une espèce de monde virtuel d'ingénieurs, où on peut en fait faire des maquettes de manière sociale avec potentiellement ses autres ingénieurs, avec d'autres personnes de son entreprise. On peut même faire des maquettes, pourquoi pas, avec des clients privilégiés. On les intègre dedans et on les teste dans ce monde virtuel. Donc finalement, on utilise ces outils pour pas nécessairement pour l'aspect social ou expérientiel, mais véritablement pour de la co-création. Donc là, on a cet exemple-là. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, et ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on voit de plus en plus de cas d'usage qui sont plutôt tournés vers le RSE et l'inclusion et la diversité. Des exemples que je trouve assez flagrants, c'est, on parlait tout à l'heure de Carrefour, Carrefour qui a décidé de faire ses NFBs, donc qui sont ces NFT où on permet en fait l'achat de ces NFT, de les revenus dégagés par ces NFT permettent à une association de sauvegarder les abeilles. Guerlain a fait exactement la même chose, et pour le coup, c'est pour la réensauvagement d'une terre ou quelque chose comme ça. Pareil avec la thématique des abeilles. On a aussi, on parlait de Carrefour tout à l'heure, mais Carrefour s'est fait un peu taper dessus sur les réseaux sociaux pour avoir voulu faire des entretiens d'embauche virtuels. Or, c'est vachement intéressant comme sujet parce que, alors, ils sont fait taper dessus sur l'esthétique, mais en soi, l'expérimentation est passionnante parce qu'on se retrouve à demander, à proposer à n'importe qui de faire un entretien virtuel sur un monde virtuel, quelqu'un qui n'a pas de barrière géographique, quelqu'un qui peut avoir n'importe quel avatar. Donc, en fait, on casse cette idée qu'on est jugé dans un entretien classique par son physique, par sa manière de parler, quoi que ce soit, et on prend un avatar qui déshumanise d'une certaine manière et qui permet à la personne de mettre en avant ses compétences réelles. Donc, intéressant d'utiliser véritablement les outils du métaverse, pas nécessairement uniquement pour du marketing, mais pour des tentatives d'expérimentation qui ont une valeur ajoutée pour la marque. Et dernière illustration, Pierre, et là volontairement je ne pose pas la question à Aurore, dans le monde de la banque et de l'assurance aussi, on voit des usages émerger. Oui, alors ça reste assez limité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire de l'achat de terrain, on va avoir des succursales virtuelles. Mais ce qui est important, c'est de se dire, ils se mettent dans l'action pour pouvoir transformer la relation client. En Suisse, il y a déjà une banque qui, depuis l'année dernière, en fait, accueille ses nouveaux clients. Alors, c'est les jeunes, hein, mais entre guillemets, dans une agence virtuelle, et propose aujourd'hui de présenter, on va dire, les produits dans des métavers. Donc, c'est-à-dire le
conseiller, alors physiquement, on est dans une banque, mais le conseiller alors ça s'adresse plutôt aux jeunes, hein, mais ils vont mettre un casque de réalité virtuelle pour pouvoir un peu présenter les produits. C'est vrai que ça change un petit peu, ça casse les codes. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça va vraiment radicalement vraiment changer un petit peu la manière dont les banques vont se transformer en termes d'expérience client, avec aussi la possibilité d'avoir aussi des contrats qui vont être plus personnalisés. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça crée aussi des nouveaux soucis. Ça, je pense aux assureurs, par exemple, avec des sinistres qui vont être dans les mondes virtuels. Je vous donne un exemple. Aurore, tout à l'heure, elle citait des exemples dans le B2B, mais aujourd'hui, par exemple, les chirurgiens, ils peuvent utiliser des casques de réalité virtuelle pour pouvoir opérer à distance. Je vais vous poser juste une question. Qu'est-ce qui se passe si la connexion Internet est coupée? Qu'est-ce qui va être responsable en cas d'erreur? Donc, ça montre aujourd'hui qu'il y a aussi beaucoup de choses nouvelles qui peuvent aujourd'hui se produire en matière d'impact aussi sur les risques, on va dire, pour les assureurs. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la digitalisation de tous les maillons de la chaîne. Ça peut être la vente, le support client, la gestion des sinistres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va toucher le secteur de la banque et de l'assurance. Alors, être dans les métavers, c'est clair, c'est une chose, c'est bien, mais il s'agit aussi d'aller chercher l'adhésion des différentes communautés qu'on veut adresser pour les engager. Et ça passe bien entendu par une communication dans ces univers, mais cette communication doit être maîtrisée et aussi avec des contenus qui doivent être adaptés à ces univers. Édouard, je reviens vers vous. À quels défis les marques doivent-elles répondre pour réussir justement leur stratégie de contenu? Volontairement, on voit beaucoup de prises de parole sur tous les aspects technologiques, et vous l'avez compris, volontairement, cette première partie, c'était de dépeindre un peu ces univers sans pour autant parler de techno, mais parlons de communication et des défis que les marques doivent répondre pour réussir leur stratégie de contenu dans ces univers-là, au-delà de l'effet de com. Hein. Oui, bien sûr. Très honnêtement, c'est un des challenges. Honnêtement, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas moi, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que faut être humble. C'est ce qu'on dit nous toujours. Il faut être humble et accompagner nos clients là-dessus. Parce que le lien qu'on pourrait faire, je fais une communication sur les réseaux sociaux et je renvoie vers l'univers métaverse, il est très compliqué, quoi. Aujourd'hui, honnêtement, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, des marques comme Evian qui ont lancé leur NFT ou ils communiquent auprès de leur CRM, ils communiquent auprès de leurs clients. Il y a beaucoup de PR aujourd'hui qui se passe, il y a beaucoup de relations presse aujourd'hui. Bien évidemment, tout notre enjeu, c'est de réussir à faire ce pont entre la communication classique digitale et cette communication et ces environnements métaverses. Aujourd'hui, on est très en amont. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, la complexité, c'est qu'à part un Adidas, à part un Nike dans Roblox, à part Snoop, comme j'en ai parlé, ou à part même Carrefour, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que tout le monde c'est très tôt. Même Leader Price qui a lancé son programme Reward dans le métaverse, c'est encore très tôt. Donc, le challenge, et je n'ai pas la réponse, je vais être très honnête, le challenge, c'est réussir à créer ce pont. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on n'est pas encore dans le Web 3, donc on accompagne nos marques à être dans ce qu'on appelle, nous, le 2.5. Le 2.5, c'est-à-dire, oui, c'est un peu opportuniste comme stratégie, mais on n'y est pas encore dans le Web 3. Comment est-ce qu'on accompagne les marques à être dans le 2.5 ? Comment est-ce qu'on accompagne à créer ce pont entre cette communauté qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais aussi ailleurs que les réseaux sociaux, hein. Mais comment est-ce que une communication, par exemple, je prends Twitch, comment aujourd'hui cette communication qui est cette audience qui est très dans Twitch, je vais tout doucement les rediriger vers cet univers qu'on aura créé pour les marques. Voilà. Donc, je n'ai pas de réponse et c'est tout le challenge de 2023, 2024 et 2025. C'est comment accompagner les marques à créer ce nouvel univers et de créer ce bridge entre cette communauté qu'on a aujourd'hui ici vers ces nouveaux lieux. Olivier, je reviens vers vous. Clairement, dans les métavers, ça suppose aussi d'avoir la capacité de créer des contenus
à la hauteur de la consommation exponentielle des contenus qu'on voit déjà aujourd'hui dans des plateformes social médias ou ailleurs. Mais là, on rajoute un canal, j'aime pas le terme, mais bon, un espace, un univers. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer cette complexité? Comme disait Edouard, on est vachement dans l'expérimentation, hein, parce que finalement, c'est quoi un contenu métavers? C'est un skin, c'est un jeu complet comme de Roblox, par exemple, on peut faire ça, hein. Il y a beaucoup de 3D autour de tout ça, donc il y a quelque chose, à mon avis, qui est assez intéressant quand même de prendre en compte dans cette démultiplication des contenus, c'est qu'elle n'est plus forcément à sens unique. C'est-à-dire que, en fait, quand on va à la rencontre des communautés, tout le concept du métaverse, c'est aussi je prends et je redonne, je co-crée, je travaille avec mes communautés pour qu'il se passe quelque chose et qu'on ait un échange autour dans les Discord, dans les Telegram, qui sont le prolongement un peu du métaverse où les communautés interagissent. Moi, si je suis une marque et que je veux créer du contenu, bah, je vais aller à la rencontre en fait des co-créateurs de contenu, puis on va co-créer des choses. Donc, je dirais, il y a énormément de contenu qui va être démultiplié. Parce qu'en fait, il y a aussi plein d'intervenants de création un peu inattendus qui vont intervenir dans cet aspect créatif. Et du coup aussi, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que le métavers, c'est un moment en fait. C'est un moment dans un parcours client. Je l'approche comme une marque et je dis, voilà, j'ai des parcours clients. Il y a un moment où, justement, si on prend l'analogie de l'agence bancaire, comme disait Pierre, il y a un moment où je vais l'avoir en physique, mon conseiller, puis je vais peut-être aller après dans le métaverse pour me faire expliquer des produits financiers complexes que le conseiller n'avait pas le temps de m'expliquer. Puis après, je vais retourner sur leur app. Enfin, il y a plein de moments finalement. Donc, il y a une stratégie de contenu qui doit être homogène. Par contre, il n'y a pas une petite team métaverse là, qui fait son truc dans son coin et qui est complètement déconnecté du reste de la stratégie de marque. Donc, il y a non seulement beaucoup de contenus, des contenus co-créés, puis après des contenus qui racontent la même histoire, qui projettent ce que vraiment est la marque. Puis il y a un dernier point, c'est que les contenus ils changent en fonction aussi de là où on va, parce que il y a des métaverses qui sont vraiment très différents. C'est-à-dire que si on va sur Zepeto, par exemple, c'est coréen, il y a tout un code de création de contenu qui est particulier là-bas. C'est pas exactement les mêmes qu'on retrouverait, par exemple, là, sur le petit métavers B2B que je vous ai montré tout au début. C'est pas du tout la même façon de créer des contenus. Donc, potentiellement, comme les marques elles vont évoluer dans plein de métaverses, elles vont devoir aussi s'adapter au code de chaque métaverse, c'est ça, comme je disais au début. Est-ce que qu'est-ce qui va vraiment résonner avec la communauté qui est là et qui attend quelque chose et qui va interagir avec un type de contenu particulier? Pierre, alors certes, on est en phase encore exploratoire, hein, et vous le disiez aussi tout à l'heure, mais est-ce que vous estimez, vous, dans le cadre du travail que vous avez fait pour aussi écrire votre ouvrage « Le voyage au centre du métaverse », est-ce que vous estimez que les marques sont prêtes à repenser leur stratégie d'engagement et à communiquer autrement pour atteindre les différents publics au sein de ces univers virtuels? Il y a une question aujourd'hui, c'est de savoir aujourd'hui où sont les communautés. Parce que faut pas oublier que, alors on va dire les communautés aujourd'hui, elles sont dans les jeux vidéo, c'est-à-dire sur Fortnite, sur Minecraft, sur Roblox. Quand je suis une marque, j'ai besoin quand même d'avoir une certaine traction. C'est intéressant, mais c'est valable pour des marques, on va dire, internationales. Dès que je suis plus au niveau local, je vais avoir moins de reach, je vais pouvoir toucher moins de personnes. Et après, je vais un peu faire, peut-être donner un message un petit peu plus, on va dire, modéré, mais les métavers, en fait, c'est un peu aujourd'hui comme des décors de cinéma. C'est-à-dire que c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement vide. C'est-à-dire que Decentraland ou The Sandbox, il y a peut-être 30-40 000 personnes qui y vont par mois au niveau mondial. Donc, au niveau des marques, je veux dire, il n'y a aucun, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'impact au niveau business. Donc, ça, c'est important aujourd'hui. Pourquoi? Pour pouvoir être capable d'avoir des attentes aussi qui sont évidemment en phase aussi avec l'état d'avancement aujourd'hui du marché. Mais effectivement, le point à retenir, c'est celui qui a été mis en avant. Hein, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir vraiment créer des expériences numériques. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est sûr que par rapport à ça, en fait, ça
souvent, il faut un peu s'éloigner du marketing traditionnel. Et c'est là où je pense que c'est bien, j'ai envie de dire, que les métavers ne soient pas encore prêts, parce qu'il y a un gros travail à faire au niveau des marques pour pouvoir personnaliser les expériences et pour pouvoir les rendre accessibles. Donc, on va dire, ce qu'on a l'habitude de faire n'est pas valable dans le métavers, puisqu'il faut focaliser sur l'expérience, sur la communauté, comme ça a été dit de manière précédemment. Et donc, c'est vraiment là-dessus où aujourd'hui, c'est vraiment important de pouvoir, j'ai envie de dire, changer la donne aussi dans la manière dont les marques vont approcher finalement les métavers. Et du coup, il y a beaucoup de questions aujourd'hui par rapport à ça. Lorsqu'on sait une marque, c'est de se dire, est-ce que je vais devoir créer un monde virtuel? Est-ce que je vais parrainer un monde virtuel? Est-ce que mes expériences, elles vont être aussi intéressantes, on va dire passionnantes pour les communautés, parce que c'est quelque chose aujourd'hui d'important. Est-ce que ça va permettre d'attacher? Est-ce que ça va être immersif? Est-ce que je vais avoir un sens? Comment aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je peux, on va dire, monétiser ma propriété intellectuelle sur des NFT? Quelle équipe aujourd'hui je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir développer ce genre de stratégie? Voilà un petit peu aujourd'hui plutôt les questions aujourd'hui que les marques aujourd'hui se posent lorsqu'elles sont en train de se mettre en place. Aurore, je vous fais compléter sur ce volet-là, justement, et autour de qu'est-ce qui doit encore changer auprès des marques pour faire en sorte que les contenus proposés soient vraiment adaptés aux audiences qu'elles vont viser. Qu'est-ce qui change en matière de création de contenu? Je pense qu'il y a une espèce de période de transition entre cette mythologie du métaverse où on sera tous en ligne et on consommera que en ligne, et puis l'actualité, en fait, là où on en est à ce stade. Et concrètement, moi, mon intuition, c'est qu'à ce stade, il faut vraiment que les marques pensent à rattacher une partie du réel au virtuel, puisque en fait, c'est comme ça qu'on attirera d'autres populations. Dans le sens où, par exemple, je ne sais plus qui prenait l'exemple de Leader Price. Leader Price décide de faire un monde virtuel dans The Sandbox, mais dans ce monde virtuel, on gagne des coupons, des bons de réduction. Donc, le client se retrouve avec quelque chose qui a un impact, j'ai envie de dire, sur son quotidien. La même chose pour les NFBs dont on parlait tout à l'heure, même si en soi, l'impact n'est pas direct sur le consommateur, mais on se retrouve dans une situation où il finance finalement quelque chose à impact social. Donc, il se rattache à la marque avec cette volonté d'être ensemble sur des sujets qui sont humains et qui sont importants. Et je pense qu'il va avoir nécessairement cette période en fait d'entre-deux où les marques vont devoir expérimenter, parce qu'au final, tant qu'on n'expérimente pas, personne ne se lance. Si on n'a pas des exemples, on ne se lance pas. Et puis, peut-être que plus tard, on arrivera à des choses totalement nouvelles, et notamment, on en voit pas mal dans le domaine de la blockchain qui sont pour l'instant très niche. Tout ce qu'on parlait de DAO tout à l'heure, il y a des trucs super intéressants. Édouard, tu parlais de foot. Moi, ce que j'adore, c'est actuellement, on voit arriver des social tokens qui sont des parts dans une équipe de foot où potentiellement on a des droits de vote, ce genre de choses. Et là, il y a une vraie... Alors, il y a le côté réel, encore une fois, puisqu'on a un acte de décisionnaire dans une marque qu'on apprécie, mais il y a quelque chose de totalement décalé par rapport et totalement virtuel par rapport à ce qu'on a pu expérimenter encore. Donc, il va y avoir ce travail. Je pense que les marques ont véritablement intérêt, dans un premier temps, à se concentrer sur ce réel virtuel avant de se lancer dans quelque chose de totalement métaversel. Alors, on arrive vers la dernière partie de la discussion, et j'aimerais finalement qu'on refasse un point autour de les conditions pour réussir son entrée dans les métaverses. On en parlait tout à l'heure, des exigences autour des contenus. Olivier, est-ce que ces exigences autour des contenus pour s'adapter à ces univers plus immersifs annoncent aussi une nouvelle façon de s'organiser autour des contenus? Oui, je crois qu'il y a une logique où il va falloir sortir aussi du silo un peu blockchain, Web3, NFT, pour justement imaginer des contenus vraiment,
une vision des contenus vraiment complète, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, donc il y a cette logique vraiment de travailler sur une logique aussi de performance générale. C'est-à-dire, moi, je fais une campagne et puis on doit centraliser tous les contenus avec toutes les complexités que ça implique. Hein. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de contenu 3D maintenant qui arrivent en fait, et donc des nouveaux formats à maîtriser, donc arriver à traiter ça. Et puis, se dire c'est quoi finalement l'efficacité de mes contenus, enfin, qu'est-ce qui va faire que ces contenus ils ont bien marché ou pas. Et ça, cette vision à 360, elle va être de plus en plus compliquée à obtenir au fur et à mesure qu'on fragmente un peu toutes les expériences. Donc, il y a vraiment cette logique de centraliser ça. Il y a éventuellement aussi une logique de propriété intellectuelle, hein, parce que c'est un monde très sympathique, mais il y a aussi beaucoup de contrefaçons. Il y a aussi beaucoup de moments où la marque elle se voit dépossédée finalement de son territoire de communication, de ses visuels, au profit de détournements. Alors, des fois, ça peut être marrant, hein, mais des fois, c'est pas du tout bienveillant. Donc, il y a cette logique-là aussi de contrôler son image quand même de plus en plus. Enfin, c'est pas parce que c'est un univers qu'il faut finalement le traiter très différemment de l'univers physique. Il y a ces logiques de droit d'auteur. Hein. Il va y avoir des prestations artistiques qui vont être réalisées pour réaliser ces actifs numériques qui vont arriver dans les métaverses. Et donc, c'est comme un photographe qui fait une campagne, il a son droit à l'image, il va falloir le respecter et retravailler un peu là-dessus. Donc, on va retrouver finalement des vieux réflexes. Enfin, il va falloir incorporer des vieux réflexes et des outils actuels dans cette vision-là. Sinon, en effet, on va arriver à une complexification telle que plus personne ne va rien maîtriser. Et il y a un moment, les marques, une fois qu'elles auront passé les stades d'expérimentation des Aurore, ça va devenir vraiment compliqué à gérer s'ils ne mettent pas en place justement une approche un peu holistique sur leur gestion de contenu dans leur vision justement qui inclut le métaverse. Et Edouard, on voit aussi de nouvelles fonctions émerger. Hein. Decathlon avait annoncé il n'y a pas longtemps la nomination d'un Chief Metaverse Officer. Est-ce que ça sous-entend que les organisations d'aujourd'hui ne sont plus adaptées ou ne seront plus, parce qu'on est encore en prospectif, adaptées à ces nouveaux écosystèmes? Alors, c'est vrai qu'il y a un Chief Metaverse Officer chez Decathlon. Nous, on a créé cette cellule-là. Très honnêtement, c'est encore un peu tôt. Enfin, moi, auprès des clients pour lesquels on pousse cette partie métavers, c'est encore un peu tôt. Aujourd'hui, alors c'est soit les patrons de l'innovation, soit ça reste aujourd'hui les équipes médias, communication et digital qui prennent ce sujet-là, parce que ça reste encore, sauf si Aurore me dit le contraire, mais ça reste encore considéré comme un canal de diffusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est OK, bonjour, il y a des nouveaux mondes qui se créent. Ça reste aujourd'hui plutôt du média et ça reste voilà. Mais en effet, c'est tellement technique, tellement innovant, il faut et ça va tellement vite aussi, parce que je ne sais pas si vous suivez les Discord ou les Twitter sur tous ces sujets-là, parce que ça part du métaverse à la crypto, au NFT. Il y a aussi toute la partie, et qui est très importante, la partie légale et juridique dont tu parlais aussi, Olivier, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde réel sur le RGPD, la CNIL, tout ça, quid de demain? Comment ça va se passer? Comment est-ce que ça va être régulé? Donc aujourd'hui, nous, nos contacts, c'est plutôt la partie média et digital. Là, on va pitcher chez un client où il y a une personne de l'innovation qui vient. Chez nous, au sein de Vivendi, c'est porté par Havas, mais c'est aussi porté par l'innovation de Vivendi. Donc, c'est un peu on est dans ce moment un peu de transition. Pour l'instant, on parle avec ces personnes-là du média et du digital, mais demain, oui, ça peut être regroupé et ça doit, je pense, être regroupé sous une seule personne qui sera en charge du métaverse ou de l'innovation, mais ça va nécessairement impliquer des gens qui restent dans le média, dans le digital, mais aussi juridique, parce que pour moi, c'est un projet monumental qui implique toutes ces personnes-là, tous ces experts-là. Voilà. Olivier, est-ce que vous voyez d'autres métiers qui pourraient émerger? Oui, c'est Meta qui a dit qu'ils allaient créer 10 000 jobs en Europe dans les 5 prochaines années. C'est un nouveau métier, c'est certain. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers spécialisés issus du gaming, en fait, des architectes d'expérience, en fait, des constructeurs d'artefacts qui vont émerger.
Ça, c'est un premier type de métier qui vont créer ces contenus. Mais comme disait Pierre aussi, ces univers, ils sont super vides si personne n'interagit avec… moi, si j'arrive dans un métavers et personne n'interagit avec moi de la marque, c'est dommage. Moi, quand j'arrive dans un Apple Store, j'ai une expérience qui est assez construite, qui se déroule souvent assez bien, pas toujours, mais bon, on va dire que c'est quand même assez bien pensé. Là, c'est exactement… l'expérience, c'est aussi les contacts qu'on a avec les gens, avec la communauté. Donc, former en fait des gens qui vont accueillir ma communauté dans mon métaverse de marque ou à l'inverse, moi aussi en marque dans le métaverse, c'est quelque chose qui se pense un peu et qui se construit et avec des discours, des formations. Donc, c'est pas les hôtes d'accueil non plus qu'on va créer, c'est plutôt vraiment déporter toute une partie de la population qui interagit avec mes consommateurs dans le métaverse et les former à ça. Donc, tous ces métiers-là vont apparaître. Et puis, je pense qu'il va aussi y avoir, il va y avoir des nouveaux métiers, mais après, ça va impacter tous les métiers. C'est-à-dire que moi, si je suis quelqu'un qui gère des contenus numériques dans une entreprise à l'heure actuelle, du coup, moi, je me retrouve avec de la technicité en plus à gérer. Et donc, en plus de nouveaux métiers, il y a aussi des nouveaux savoirs à acquérir. Je prends l'exemple de la 3D, ça n'arrive pas naturellement de savoir gérer un skin comme ça. Moi, qu'est-ce que j'en fais? Je le stocke où? Je mets un drive j'ai un drive, j'utilise des solutions déjà existantes. Donc, il y a un peu aussi, moi, m'approprier tous ces codes-là et cette technique qui va émerger. Et donc, moi, je dois vraiment, au plus de nouveaux métiers, travailler vraiment sur mes nouvelles compétences. Alors, dernier tour de table, même si on est à distance, pour conclure, justement, et si vous aviez chacun 2 conseils à partager pour réussir dans les métaverses, Pierre, par exemple. Alors pour commencer, je pense qu'il faut bien réfléchir parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont fait des initiatives et qui malheureusement ont oublié cette étape. Et il faut vraiment trouver son public cible, dans le sens où on voit vraiment, ce qui est important, c'est de se dire quelle est la meilleure cible à atteindre pour pouvoir après lui proposer le bon contenu, comme on parlait avant. Et il n'y a pas un seul métavers, il y en a plusieurs avec des publics différents. Et donc, du coup, c'est important pour les marques de pouvoir un peu se familiariser un petit peu avec ces univers-là et pour apprendre un petit peu à connaître le public et donc d'être d'abord, j'ai envie de dire, spectateur et puis acteur. Faut vraiment, c'est une étape qui est vraiment super importante. Très souvent, on veut aller trop vite et du coup, on peut faire des choses qui ont, à mes yeux, pas beaucoup de sens. Je ne vais pas citer certaines marques, mais voilà, il y a certaines marques qui ont eu des initiatives qui, franchement, ne servent à rien parce que si vous voulez toucher des clients dans des métavers où il n'y a personne, malheureusement, c'est pas efficace, c'est pas utile. Il faut peut-être plus, si on veut avoir du reach, il faut peut-être plus aller sur des communautés qui sont déjà présentes. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est importante. Et puis la deuxième, parce que c'est quand même lié à tout ce qui est Web3, on en a parlé, c'est vraiment travailler sur la co-création. Pareil, c'est quelque chose qui n'est pas très usuel dans les entreprises et le lâcher prise. C'est pour ça qu'on parle souvent de la notion d'expérience, mais c'est vraiment important de concevoir que les gens qui vont sur les métavers, en fait, ils vont chercher de quelque chose de nouveau, de différent. Et donc, du coup, c'est important de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir créer en termes d'offres pour les utilisateurs. Et ça permet finalement à ces utilisateurs d'être un partenaire de la marque. Donc ça, c'est vraiment pour moi les 2 points les plus importants. Et puis, si on veut aller vite et faire des choses, on va dire, sympas, on peut aussi faire tout simplement des expériences immersives, des événements virtuels. On parlait de concerts tout à l'heure. Ça marche très bien. Il y a beaucoup de monde et c'est extrêmement efficace et rémunérateur pour les artistes. Voilà. Édouard? Alors, moi, je dirais… c'est important, surtout, moi je reprends ce que tu disais, c'est vraiment s'appuyer sur les talents de ces nouveaux mondes qui seront les talents de demain. C'est-à-dire que, très honnêtement, reprenez le cas d'Adidas, qui ne s'est pas lancé tout seul dans le métaverse, alors qu'il a monté un partenariat avec la plus grande communauté, la plus puissante qui est Bored Ape. Mais c'est vraiment ça, c'est cette notion de co-création. C'est très compliqué de se lancer tout seul. Créer un divertissement qui rapporte. La notion de play to earn, on en a peu parlé ce matin, mais c'est créer un divertissement qui fait que vos communautés vont participer en fait à ce divertissement et ça va leur apporter de la valeur. Voilà, ça c'est ultra important.
Voilà. Et moi, ce que je dis toujours, c'est bien prendre son temps pour bien construire et bien monétiser. Ça fait 3 points, mais c'est ça. En résumé, c'est s'appuyer sur des talents. Il y a des talents qui existent, qui ont créé ce métaverse. Ne pas y aller seul, mais monter des partenariats avec eux, des artistes, par exemple. Créer un divertissement après dans votre construction qui va rapporter des choses à votre communauté qui vont faire qu'elle va participer et y gagner. C'est vraiment la notion du métaverse et du Web3. Et voilà, prendre son temps pour bien construire et bien monétiser. Aurore. Alors, je rejoins évidemment Pierre et Édouard, mais moi, ce que je mettrais en avant, c'est réfléchir aux besoins. Quel est le besoin? Quel est le besoin de la marque? Quel est le besoin du client avant de se lancer? Parce que finalement, partir juste pour se dire « Oh, ben, on va faire quelque chose de marketing dans le métaverse », ben, finalement, on se rend compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les clients ne suivent pas parce qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de cœur, j'ai envie de dire, dans l'expérience. Donc, le besoin… Après, il est très complexe à ce stade, on est très en amont, donc dire qu'il y a un besoin, c'est très difficile à identifier. La seconde chose, ce serait, on parlait de communauté, mais vraiment s'entourer de personnes qui s'y connaissent et qui sont capables de vulgariser le sujet. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des situations où on parle de Web3, où on parle de métaverse, et on se rend compte que beaucoup de marques n'y comprennent rien, se retrouvent face à des technologies finalement qu'ils ne maîtrisent pas, comme disait Olivier, notamment la 3D, mais aussi la blockchain. Il y a énormément de personnes, quand on leur parle de blockchain, qui se ferment, et c'est pareil pour les clients. Donc à un moment, il faut s'éduquer, je pense, il faut s'éduquer avant de se lancer, il faut lire, il faut se rapprocher de communautés, il faut trouver des experts qui sont capables d'expliquer ces phénomènes parce que, encore une fois, si on n'a pas la maîtrise de ces codes qui sont très particuliers, en fait, ça ne sert à rien de s'y lancer parce qu'on n'arrivera pas à accrocher qui que ce soit. Et Olivier, le mot de la fin avant de prendre les questions. Je vais rejoindre mes camarades, quoi. En effet, je crois qu'il faut. C'est quand même une histoire de communauté, donc il faut s'entourer des gens qui. Il faut pas que ça apparaisse artificiel, ça marchera jamais. On peut pas plaquer une campagne métaverse parce qu'on a envie de faire une campagne métaverse. Il faut qu'il y ait une intention. Il faut aller à la rencontre de ces communautés, les intégrer dans les équipes. Pas travailler en silo, quoi. Enfin, pas travailler comme ça en bulle en se disant ça va marcher parce que je fais une OP et que du coup, voilà. Et travailler aussi sur la logique de test and learn. Je teste, j'apprends, je reteste, j'apprends. De toute manière, ça fait que 8 mois que Meta, que Facebook s'est renommé en Meta. Donc, le temps s'accélère, mais quand même, il faut aussi prendre son temps. Et il y a aussi une chose à mon avis qui est importante, c'est de considérer que le métaverse, il faut le traiter comme un média à part entière. En fait. Évidemment, c'est pas de l'isoler en disant je vais faire un truc métaverse, voilà, puis ça va se passer parce que complètement décorrélé du reste. Il faut vraiment se dire c'est quoi quelqu'un qui vient, client chez moi, qui interagit normalement avec ma marque, pourquoi il irait dans le métaverse en fait l'intégrer dans un parcours général. C'est pour reboucler avec la petite histoire de mort. C'est moi je vais à la poste et j'ai envie en effet que on m'explique comment qu'on m'amène à découvrir les services de la Poste dans le métaverse, mais comme on le ferait dans un parcours réel, sur un site web, que ça soit complètement intégré dans une approche générale, parce que c'est ce que ça va être au final. Ça va être une partie de ma vie, mais pas toute ma vie. Donc voilà. Alors, j'ai des questions. On nous pose la question, effectivement, vous avez parlé de l'application des métaverses dans le luxe de service. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ne pourront pas adopter ces nouvelles technologies, Pierre, par exemple? Pas de secteur parce que c'est vraiment très large. Quand on parle il y a énormément d'éléments qui sont transversaux. Hein. Quand on parle des ressources humaines, il n'y a aucune, enfin, je veux dire, les recrutements, on a vu l'exemple de Carrefour, mais ça peut être dupliqué dans n'importe quel secteur d'activité. Dès qu'on va parler aussi un peu d'organisation décentralisée, de DAO, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'on peut finalement appliquer même dans des univers très, on va dire, même très B2B, très techniques. Hein. On prenait l'exemple tout à l'heure de tout ce qui était l'industrie, mais tout ce qui est les jumeaux virtuels aujourd'hui qui permettent de simuler des organisations. Mais quand je dis des organisations, c'est utilisé aussi pour faire des modèles météo, pour pouvoir aussi voir comment un feu va évoluer, etc. Tout ça, c'est des modèles virtuels qui sont à la fin des métavers B2B. Donc, personnellement, je ne vois pas de secteur ou d'usage qui peuvent en échapper en dehors de ceux qu'on a pu présenter tout à l'heure. Autre question, est-ce que, de notre point de vue, quel acteur pourrait s'imposer comme leader des métaverses? Un GAFAM forcément ou un nouvel entrant?
Ça, c'est la question. Ça, c'est une des questions, puisque, comme disait Olivier, tout est exploratoire. C'est la question. Moi, j'ai vu qu'hier, Zuckerberg avait lancé son jeu, un métaverse dans Facebook Gaming qui s'appelle Kraita. Donc, et puis alors, je vous invite à aller voir un peu le niveau de définition du jeu dans Facebook Gaming. C'est assez hallucinant. Donc, il accélère aussi là-dessus. Non, la question, c'est qui va gagner. Honnêtement, il n'y a personne n'a la réponse. Ce qu'on dit, c'est est-ce que celui qui a gagné la révolution du réseau social va gagner la révolution du métaverse? On ne sait pas. En gros, il a gagné tout ce qui est social. Est-ce qu'il va gagner tout ce qui est méta? La complexité, c'est que je ne devrais pas dire ça, hein, mais la complexité, c'est que tout est centralisé. Lui, il est très centralisé et qu'on se dirige vers un monde décentralisé où tout appartient à la communauté grâce à la blockchain. Comment est-ce qu'ils vont se positionner? Est-ce qu'il va réduire les frais, les fees qu'il prend sur les NFT, parce que je crois qu'il prévoit de prendre 50%. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que ça sera Roblox? Est-ce que ça sera le monde du gaming? Est-ce que ça sera Decentraland? Est-ce que ça sera eux? Comment Apple va arriver aussi? Parce qu'Apple Apple arrive avec les casques qui sont là, mais aussi TikTok, qui est quand même le numéro 2 mondial des casques VR, derrière Oculus. On ne sait pas, mais c'est Tencent qui est derrière. Donc voilà, c'est la grande question. Et comment, surtout, moi, ce qu'on se pose comme question, c'est comment je suis chez Meta, comment est-ce que je vais pouvoir aller chez Decentraland, comment est-ce que je vais pouvoir me promener, en fonction de si moi j'aime le sport, mais j'aime la déco, comment est-ce que tout ça va se passer? Et on espère qu'ils vont tous avoir l'intelligence de se réunir et d'accepter ces nouveaux codes pour que ça puisse fonctionner, parce que sinon, ça va être un réplica de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Ces fameux wall gardens, comment est-ce que demain, on casse ces wall gardens? Voilà. Et c'est ça tout le côté hyper intéressant aussi d'y être maintenant, quoi. Autre question que je vais lire. Les métaverses, c'est l'ère de la co-création. Effectivement, on en a parlé avec Aurore, avec Olivier, avec Pierre. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. Mais la marque pourra-t-elle quand même valider ses contenus? Comment est-ce qu'elle peut les historiser, les suivre et s'assurer qu'ils sont diffusés et exploités correctement? Qui est-ce qui veut répondre à ça, Olivier, peut-être? Ouais, je pense qu'il y a toute une nouvelle génération d'outils ou une nouvelle génération d'outils existants qui va émerger pour traquer tout ça. On fait déjà assez bien en fait sur les images, sur les apps, sur le web, sur les vidéos. Donc tout ça est centralisé et traqué dans l'entreprise. Donc du coup là, on est exactement sur la logique où les outils s'adaptent, s'étendent, s'augmentent, pour arriver justement à prendre cette logique-là. Parce que le métaverse, c'est aussi un moment, en fait. C'est pas juste une technologie, c'est plus un moment qui se passe. Donc, tout le reste, en fait, finalement, de la stack technologique évolue et on n'est pas sur une rupture folle, en fait, finalement. Des Roblox, il y a quelques temps, des Minecraft. Donc, ce changement, il se fait aussi avec des choses qui existent déjà, quoi, qui sont en train de s'adapter. Autre question, je les prends dans l'ordre d'arrivée. L'industrie pharmaceutique, de la santé, est-ce qu'ils sont aussi concernés ou pas? Pierre, vous disiez tout à l'heure que normalement, il n'y a pas d'industrie exclue. Quelles sont les opportunités pour l'industrie pharmaceutique? C'est une industrie qui est extrêmement réglementée, donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe déjà aujourd'hui, déjà rien que pour communiquer. Mais si on prend, on va dire, rien que toute la partie, on va dire, production, c'est quelque chose aujourd'hui sur lesquels en fait tous les concepteurs, on va dire, peuvent travailler sur comment améliorer, on va dire, leurs usines. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un fait. Dans la santé, on n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est un univers incroyable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez parlé, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est le casque de réalité virtuelle. Je veux dire, il y a encore... C'est dommage, mais il y a trop peu de gens qui l'utilisent. Il y en a à peu près 10 millions qui sont vendus chaque année. Et si on regarde ce que ça fait, c'est utilisé aujourd'hui déjà, et je parle d'aujourd'hui, il y a quelques mois, ma fille, elle a dû faire une prise de sang et j'étais surpris. Donc moi, je suis à Genève et en fait, on lui a mis un casque de réalité virtuelle pour pas qu'elle stresse. Donc en fait, elle était dans un univers, etc. Bref, elle était avec des petits bisounours et elle était très contente pour dire que c'est… Et après, j'ai commencé un peu à discuter avec les médecins et ils me disent qu'il y a énormément
finalement d'utilisation pour gérer tout ce qui est tout ce qui est la douleur en fait. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vont prendre un casque de réalité virtuelle et en fait si on leur demande de 1 à 10 avant vous êtes à 7 de douleur, au bout d'une demi-heure ils sont à 3 ou 4. Donc ça montre que ça a un impact réel on va dire aujourd'hui pour les professionnels de la santé. Je ne parle pas aussi de tout ce qui va être rééducation, etc. Enfin, et puis toute la partie formation dont j'évoquais, avec aujourd'hui, pour un chirurgien, il peut apprendre à faire des opérations en utilisant un casque de réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment d'actualité. Je peux ajouter quelque chose parce que c'est un domaine que je trouve aussi passionnant. Il y a aussi tout ce qui est, tu parlais d'industrie et de tout ce qui est traçabilité. L'utilisation de la blockchain pour tracer les médicaments, notamment. Et il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'on commence à voir des métaverses de cliniques, entre guillemets, où finalement, on a un médecin qui potentiellement, ça serait l'équivalent de notre Doctolib, qui reçoit quelqu'un, et encore une fois, sous la forme d'avatar, donc on se retrouve avec moins de biais classiques qu'on peut avoir lors d'une interaction avec un médecin, ce qui est pas inintéressant non plus dans le futur. Maintenant, il va falloir avoir un degré de régulation très important parce qu'on se retrouve face à du médical et de la prescription médicale notamment. Donc, il y aura un travail à faire sur ça, mais c'est vrai que c'est passionnant. Autre question, le métavers sera un monde à côté des sites web et des plateformes. Les marques seront dans différents environnements. Comment le consommateur va-t-il s'y retrouver? Qui est-ce qui veut répondre à ça? Olivier, peut-être. Elle est pour toi. Ouais, l'utilisateur, finalement, il va être, là encore, hein, c'est un peu l'idée, c'est qu'il va être dans un parcours, en fait. Il va s'y retrouver parce qu'à chaque fois, on lui propose quelque chose qui est intelligent, lui proposer à ce moment. Donc, une app, à un moment donné, parce que j'ai en train de faire quelque chose qui nécessite du transactionnel et qu'une app, je suis en situation de mobilité, donc l'app, elle est idéale pour ça. Et puis après, si, je prends un exemple, par exemple, j'ai besoin d'avoir un conseil de plomberie et qu'on me montre comment est-ce qu'on démontre quelque chose, je serais peut-être en effet dans le métaverse. Là, il y aura un geste technique, on va me montrer pourquoi il faut mettre le joint comme ça. Et puis après, on va me renvoyer sur YouTube pour que j'ai le temps de faire exactement la vidéo de montage, image par image. Donc finalement, c'est vraiment ça. Hein. Moi, en tant que marque, je crée des contenus cohérents, je les pousse, entre guillemets, sur plein de canaux qui sont tous les endroits où il va y avoir un moment de consommation de ces contenus. Et au final, le consommateur s'y retrouve parce qu'il utilise ça au moment où il en a besoin, parce que c'est l'interface la plus adaptée de ce moment-là. Là, c'est de la VR, et puis après, c'est de YouTube, et après, c'est mon app. Normalement, il n'a pas vraiment de logique à être perdu. Il est toujours en train d'interagir avec moi, avec le bon médium au bon moment. Après, je pense que là, si je peux ajouter, c'est un peu toute la complexité qu'on a eue, c'est sur la partie sociale, c'est vraiment produire du contenu adapté au code des plateformes, voilà, et pour pouvoir apporter du sens. Donc, en effet, comme tu dis, Olivier, il ne devrait pas être perdu, mais c'est ça le challenge. C'est si les marques se lancent un peu trop vite avec le mauvais contenu dans le mauvais métaverse, c'est pas que le client sera perdu, c'est qu'il ira pas, quoi. Il ira puis il reviendra plus, quoi. Donc tout le challenge, c'est ça, c'est de pouvoir produire ce bon contenu-là. Et je pense que Mark Zuckerberg, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on n'aille plus sur YouTube et qu'on n'aille plus sur les apps. Et je pense que demain, il ne voudra plus qu'on aille sur, j'en sais rien, mais sur Instagram. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on mette son casque et qu'on vive tout à l'intérieur de son métaverse. On achète bientôt, parce qu'à partir de l'année prochaine, on pourra acheter sur Insta et sur Facebook en principe avec MetaPay. Là. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on n'en sort plus, c'est qu'une marque, que l'utilisateur rentre dans son univers et de pouvoir le garder et lui offrir l'ensemble des produits qu'on peut aujourd'hui trouver sur un site, sur une app et demain dans le métaverse. Voilà, c'est tout le challenge. Quoi. Le sujet de l'omnicanalité qu'on connaissait entre les problématiques virtuelles, online, pardon, parce qu'on en parlait beaucoup sur la partie e-commerce, et point de vente, par exemple, et encore plus d'actualité avec ces nouveaux univers. Mais c'est un peu le challenge. Je pense que tout le monde n'ira pas et qu'il restera bien évidemment le monde réel, les sites web, Amazon. Il y a aussi Amazon, on n'en a pas parlé, bien sûr, mais c'est un peu il va falloir jongler. Aujourd'hui, on jongle entre la télévision, les apps,
les iPads, demain, voilà, il y aura un nouveau canal et celui, je pense, qui gagnera, c'est qui arrivera de manière très fluide et sans coupure, sans couture, réussir à avoir une audience voilà, totalement intégrée, quoi. Bon, une autre question, on arrive bientôt au terme de cette discussion. À quelle échéance vivrons-nous dans Ready Player One? C'est pas moi qui vais répondre à ça. Pierre? J'espère jamais, sincèrement. Je ne sais pas si vous avez regardé le film. Je vous invite. Personnellement, enfin, je veux dire, là, on n'a pas parlé des côtés obscurs du métavers, mais ça en fait partie. C'est quelque chose quand même qui fait extrêmement peur. On n'a pas parlé de tout ce qui est les données personnelles, les brevets de Facebook qui sont incroyablement, comment dire, beaucoup plus puissants que tout ce qu'on a vu. C'est bien pour ça, je pense qu'ils vont lâcher pas mal de, comment dire, je pense qu'ils vont lâcher pas mal de ciblages qu'on connaît parce qu'ils vont en avoir d'autres. C'est-à-dire que globalement, ils peuvent regarder par la rétine, pour vous donner un exemple de brevet, pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites, comment vous réagissez par rapport à tel ou tel message. Donc, c'est assez immersif. Et donc, du coup, tout ce qu'on parle sur les cookies, ça paraît un peu déjà désuet, j'ai envie de dire. Et donc, pour répondre à ça, j'espère jamais. Et puis, deuxièmement, je voudrais dire, je ne sais pas si vous avez passé du temps avec un casque de réalité virtuelle. Personnellement, au bout d'une demi-heure, j'en ai assez. Même si aujourd'hui, que ce soit Pico, hein, celui qui est le produit chinois qui est le plus intéressant, ou bien celui de Quest de Meta, c'est des excellents produits. Maintenant, en termes de confort, ou même à un moment donné, juste vous en avez marre et vous avez envie de revenir. Donc, on n'est pas prêt, j'ai envie de dire, de se réveiller le matin. Même on n'a pas parlé aussi, mais le fait de travailler dans le métavers, on n'y est pas. Ou quand on le fera de manière, on va dire, assez isolée dans la journée. En tout cas, on n'en est pas encore là. Et puis, il n'y a pas de casque. Hein. Les casques, il y a quelques, je vous ai dit, hein, il y a 10 millions de casques qui sont vendus par an. On est loin du marché de masse. Hein. Si on regarde Meta, ils ont 3 milliards d'utilisateurs pour quelques dizaines de millions de casques. Donc, heureusement, on en est loin. Et une dernière question, le métaverse est-il l'avenir de l'événementiel? Et on va clôturer avec ça. Qui est-ce qui répond à ça? Voilà, ça vous inspire. Je pense qu'on n'est pas encore prêt, en fait, pour y aller à plein. Quoique dans le luxe, il y a quand même des défis. Pour les concerts, pour répondre sur la partie B2C, hein, sur la partie concert, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va se déployer assez rapidement. Ça permet de pouvoir toucher en masse, soit en temps réel, soit on va dire, après beaucoup de monde. Il y a déjà eu des expériences et il y a des artistes qui ont gagné des dizaines de millions de dollars sur des concerts. Hein. Donc, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est d'actualité. Après, si on parle un petit peu de ce que tu présentais, Olivier, tout à l'heure sur la partie B2B, je pense que c'est aujourd'hui un complément de quelque chose de physique sur la partie, on va dire, événementielle, salon, etc., mais qui est aussi assez pratique parce que on n'a pas forcément toujours envie ou le besoin de se déplacer. Et des fois, c'est vrai que ça permet de pouvoir réduire les distances et de pouvoir entrer en contact avec pas mal de monde, d'échanger, etc. Donc, c'est quelque chose plutôt de mixte. Ouais, et puis c'est surtout que je suis à un salon où je vais visiter un monument. Grâce au métavers simplifié de la 3D, je peux soit revenir en arrière, soit découvrir la construction du monument, l'historique. Enfin, je peux voir des choses en plus que je ne pourrais pas voir dans la vie réelle. Ça peut être, je sais pas, je vais visiter un château dans le Bordelais et je me déplace et puis je rentre dans le métavers pour voir comment s'est construit la vigne, qui étaient les propriétaires, les problématiques après climatiques. Enfin, voilà, pour moi, je trouve que c'est assez fort de pouvoir continuer, c'est toujours pareil, hein, continuer l'expérience de manière enrichie dans le métavers, soit sur place, soit en effet sans me déplacer, quoi. Enfin, je vous invite à aller voir Éternel Notre-Dame à la Défense, là, pour 20 ou 30 euros. Vous pouvez voir toute l'histoire de Notre-Dame depuis des années. Donc, c'est assez bluffant. Voilà, donc je pense que oui, je pense que c'est un bel avenir pour la partie événementielle. Eh bien, la discussion arrive à son terme. Mille merci à tous pour ces retours d'expérience, ce partage d'informations. Merci à ceux qui nous ont suivis. Vous allez recevoir, bien entendu, tous un mail de remerciement. Et dans ce mail, il y aura aussi le lien vers l'univers des métaverses que vous a présenté Olivier tout à l'heure et dans lequel, je reprends ce que disait Édouard à l'instant, justement,
nous avons mis quelques contenus intéressants de façon à ce que vous puissiez aller picorer d'autres informations en visitant cet univers virtuel. Merci encore à tous et à toutes et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.